Premier épisode filmé ou quoi? Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de détente et réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Bon, juste avant de débuter sur le sujet de ce podcast, qui est la gêne, le sentiment de gêne, petit disclaimer, vu que c'est mon premier épisode filmé, je suis un petit peu stressée, j'espère être aussi authentique que lorsque je ne le suis pas. Mais j'avoue que c'est un peu troublant de devoir regarder la caméra, donc bon, peut-être que je regarderai pas tout le temps la caméra, qui sait, on va voir comment je m'adapte. Bon, finalement c'était assez rapide, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tout est devenu gênant? Je me suis posé au début cette question, beaucoup par observation, et j'étais pas sûre de vouloir faire un épisode sur ça, je me suis dit, bon, est-ce que j'aurais vraiment quelque chose à dire d'intéressant et tout? Et j'ai trouvé énormément de choses en fait, par rapport à ce sujet, il y a énormément de choses à dire. Donc je vais essayer d'être brève pour une fois, tout en disant tout ce que j'ai préparé sur ma petite feuille. Alors, d'ailleurs, fun fact, pas si fun que ça, j'ai voulu pour une fois imprimer mes feuilles parce que au-delà d'un certain temps passé à lire les choses, c'est plus écologique d'avoir des feuilles imprimées plutôt que de regarder l'ordinateur. D'habitude, je lis mes notes sur mon ordi, mais je me suis dit là, on va faire les choses bien, on va imprimer, sauf que bien sûr, je n'ai pas d'imprimante chez moi. D'ailleurs, je me suis posé la question cette fois-ci de me mettre dans une pièce qui aurait le meilleur son de mon humble appartement, et c'est la chambre parce que il y a un plaid, il y a des rideaux, il y a 2 coussins, et la chambre est assez petite, et plus il y a de choses douces, on va dire, dans une pièce, plus le son ressort de manière chaleureuse, donc j'espère que ça va être le cas. Et donc j'ai pas d'imprimante, et je suis allée chez un magasin pour imprimer, et pour 4 feuilles A4, recto verso, noir et blanc, donc 8 pages, ça coûte 2,60 €. Et je trouve ça fou, genre je trouve ça tellement cher. 2,60 €. Mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de me fournir chez quelqu'un de moins cher ou tout simplement acheter une imprimante. Mais bon, on verra. Bref, du coup, pourquoi tout est devenu gênant? Ce sentiment de gêne, pour moi, il découlait forcément du fait de vouloir du conformisme social, de vouloir se conformer, pas forcément à ce que la société attend de nous, mais à ce qu'on pense finalement qu'elle attend de nous. Et tout ça était très inconscient. J'ai voulu faire cet épisode aussi parce que j'avais l'impression que ce sentiment de gêne, que je définirai juste après, était beaucoup plus présent chez ma génération à moi, donc la génération Z. Je suis née en 1900... non, je suis née en 2001, c'est vous de se tromper sa date de naissance. Parce que je sais pourquoi je me suis trompée, parce que je voulais dire que la génération Z, ça va de 1996 à genre 2010. Et moi, je suis née en 2001, donc je suis vraiment en plein dedans. Et après, c'est la génération Alpha. Et j'ai vu plusieurs fois des personnes de ma génération ou celle d'au-dessus être confrontées à des personnes de la génération Alpha, donc les tout petits, quoi, et qui ont entre 15 et 0 ans, ou 5 ans. Oh là là, c'est quoi la génération après la génération Alpha? Je sais pas, parce que en général, si ça dure 15 ans, du coup, ça veut dire que la génération Alpha... Ah ça commence maintenant. Enfin, ça finit maintenant. Genre là, les gens qui sont nés en 2025, c'est les derniers de la génération Alpha. Et après, c'est la génération des suivants, peut-être, qui sera un peu moins affectée par les écrans, si on arrive à faire quelque chose, ou pire avec l'IA. Oh là là, qui sait. Bon bref, j'avais l'impression que ma génération, par rapport à la précédente et la génération Alpha, s'empêche beaucoup plus de vivre en trouvant tout gênant que ce que c'était avant. Et du coup, j'ai voulu aussi vérifier si cette théorie dans ma tête était vraie, parce que c'est beaucoup des généralités, quoi. Ils ont l'impression que tout est gênant, machin, mais est-ce que c'est une question d'âge ou plus de génération? Donc j'ai un peu fait mes recherches là-dessus. Et j'avais aussi l'impression qu'avec les réseaux et la chirurgie esthétique et ChatGPT, voilà, j'avais ces 3 choses en tête, je me suis dit, mais ça, forcément ça a un lien, et c'est quelque chose qui entraîne encore plus de conformisme, et qui du coup, si on en sort, rend les choses plus gênantes. Et ça m'a un peu fait un effet de dystopie d'une société qui se clonifie, donc je me dis, bon, qu'est-ce qu'il en est, quoi? Est-ce que vraiment les gens sont de plus en plus semblables, ou est-ce que c'est qu'une impression? Est-ce que... parce que j'ai vraiment un a priori négatif sur les personnes qui trouvent tout gênant. En fait, je suis là, mais... Donc, par extension, qui s'empêchent un peu de vivre, mais... Enfin, ça, c'est mon opinion. Mais qui ne peuvent pas
vivent leur vie sans toutes les 10 secondes être empêchés par le regard des autres. Et moi, je suis vraiment... Alors, je suis affectée par le regard des autres, mais je ne compte pas, enfin vraiment ça se compte sur les doigts de 40 mains, le nombre de fois où, enfin, du coup ça va pas ma métaphore, mais le nombre de fois où je faisais quelque chose, je pensais pas une seconde que ça pouvait être perçu comme gênant ou quoi, et on a été gêné à ma place en fait. Et pour continuer sur l'introduction et sur ce que je pensais, pour moi la gêne c'était vraiment... C'est pas la gêne quand il y a un blanc ou quoi, c'est vraiment la gêne quand euh, on a un sentiment de malaise qui se crée par la suite des actions d'autrui ou de nous-mêmes. Et nous-mêmes, ce seraient des actions voulues qui soient gênantes parce que les actions non voulues, pour moi, c'est plus perçu comme de la honte. Je me suis aussi dit que c'était parfois bien car la gêne, c'est dû au fait souvent qu'on ne respecte pas une norme, mais les normes sont souvent très utiles. Par exemple, la politesse ou d'autres choses comme ça, c'est essentiel pour vivre correctement en société. Mais les normes transgressées qui appellent à la gêne, pour moi, de nos jours, sont vraiment des choses inutiles au bon vivre en société. Et par exemple, je fais du bénévolat pour faire de l'aide aux devoirs avec une fille qui a 12 ans. Et je lui posais la question, je lui dis, mais du coup, c'est quoi pour toi être gênant ou genre la gêne? Et par exemple, quelque chose de gênant et où je me suis un peu reconnue avec ma génération, c'était, par exemple, t'as un crush au collège, mais il est bizarre et tout avec toi, et tu vas le voir pour lui dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est impossible de faire ça parce que toutes ses amies à lui seraient autour et se moqueraient ou quoi. Et en fait, finalement, le courage devient gênant. Du coup, bah, c'est là qu'il y a un problème, quoi. On peut pas ne pas vivre comme ça. Ça entraîne le fait de ne pas oser faire les choses par peur du jugement. Mais du coup, tout le monde se lisse un peu et j'ai peur. Bon, après, voilà, mais j'ai peur que du coup, tout le monde ait une personnalité un peu plus lissée parce qu'à force de ne pas faire les choses qu'on aurait fait naturellement, bah, on devient quelqu'un d'autre, quoi. Pour clarifier toute cette intro de pensée que j'ai eue avant de faire mes recherches pour cet épisode, nous allons faire un plan en 3 parties. La première partie, qui est essentielle, la définition et les origines de la gêne, en parlant bien sûr du conformisme social, de savoir si c'est plutôt selon l'âge ou les générations, et de ce qui a pu l'amplifier. Donc ça va être assez lié aux générations. Ensuite, se demander s'il faut combattre cette tendance, donc un peu savoir ce qu'on perd ou ce qu'on gagne à laisser parler, enfin, à laisser la gêne nous contrôler, que ce soit individuellement ou pour la société. Puis enfin, comment la combattre? Parce que là, je me suis un peu dit, bon, la deuxième partie, c'est quand même... je vous spoil, on va quand même plus pencher il faut pas la laisser trop s'immiscer dans la société, même si c'est pas le sujet le plus grave du monde. Et donc, comment la combattre pour ceux que ça frustre? Sans plus attendre, plongeons dans la première partie et définissons définissons le sentiment de gêne. Donc tout simplement, quelque chose qui est gênant, c'est quelque chose qui embarrasse, qui est indiscret. Et cette définition ne m'a pas conquise, parce que je me suis dit, bah ok, c'est ce que j'avais dit, quoi. Et cette définition est en fait très proche de toutes mes intuitions précédentes, donc liées à la honte, etc. Mais sur Reddit, j'ai trouvé un texte court qui expliquait de manière très bien. Donc, lorsque nous voyons des gens être entre guillemets gênants, cela déclenche une réponse de honte en nous-mêmes. C'est une sorte de réflexe de protection sociale, comme la façon dont nous grimacerions en voyant quelqu'un lécher un couteau ou faire quelque chose de dangereux pour sa santé, même si cela ne nous arrive pas. Et là, je trouve déjà qu'on est un peu plus dans l'explication de ce que c'est vraiment. C'est pas juste une description simple. Bah après, c'est la définition, quoi, la description simple. Voilà, c'est un sentiment de malaise. Mais là, ok, pourquoi on a ce sentiment de malaise? Et en fait, quand on est
un peu, comment dire? Je trouve que l'image de la grimace, c'est assez proche du sentiment de gêne qu'on peut avoir. Et franchement, j'ai l'impression que j'ai jamais rencontré de personnes, je sais pas, qui plus vieilles que moi, qui avaient ce même sentiment de gêne. Enfin, je l'ai vraiment retrouvé chez les gens plus jeunes et beaucoup de fois, mais les adultes, j'ai l'impression que moins. Et du coup, la gêne, ça vient d'un complexe qu'on a. Et en fait, c'est ça, c'est super dur à reconnaître, je trouve. Parce que il y a des choses qu'on trouve gênantes, parce qu'on se projette dessus. À la place de la personne, on serait pas bien, mais pourquoi en fait? Parce que moi, enfin, comme j'ai presque jamais ça, et même je pense que les générations au-dessus aussi, c'est aussi de se demander pourquoi à la place de la personne que je trouve gênante, moi je me gênerais. Enfin moi, par exemple, si quelqu'un trouve quelque chose gênant, en général, si je me mets à la place de cette personne, bah je serais là, bah ok, enfin ça va, c'est juste il fait quelque chose d'un peu hors du commun, mais c'est pas non plus choquant. Et Et du coup, tout ça, c'est en fait, je pense, très lié au regard des autres. Bon, là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais en fait, on vit dans une société, et même ça, donc du coup, j'en parlerai après, mais amplifié par les réseaux. Mais même sans ça, on est énormément à juger sur l'apparence, comment on se tient, le... comment comment on s'exprime, etc. Et tout ce qui sort de et tout ce qui sort de l'ordinaire, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est gênant et qu'il ne faut pas dépasser la normalité, sauf que la normalité est de plus en plus restreinte. Et ça me fait vraiment penser à chaque fois, ça me fait penser aux Dursley dans Harry Potter, parce que eux, ils sont, pour moi, c'est la définition et l'extrême un peu des, de personnes qui, qui ont une peur bleue de sortir des clous et de ne plus être dans la normalité. Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est bien avant, enfin, il y a la télé déjà, mais c'est bien avant les réseaux. Heureusement d'ailleurs qu'ils n'avaient pas les réseaux. Et on voit que en fait, l'œil des voisins est hyper important. Et je me dis, mais c'est fou. Et en fait, ils s'imposent un mode de vie hyper strict pour rester dans la norme, alors qu'une norme, mais super étrange, quoi. Enfin, et ça, c'est une illustration caricaturale de ce qui se passe dans la vraie vie, forcément. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce que ils ont peur d'être jugés. Et il y a c'est un peu cette épée de Damoclès qui pend au-dessus des têtes de tout le monde, que de mieux vaut se priver et être... Enfin, mieux vaut être hyper strict pour rester dans les clous, même si les clous se resserrent, plutôt que d'être soi au risque d'être victime du jugement du jugement des autres. Parce que parfois, ça peut être vraiment difficile d'affronter le regard des autres, quoi. C'est pas... même si on se dit souvent, oui, les autres, ils pensent rien et tout, et ben en fait, c'est pas si vrai, je pense, parce que ceux qui ont peur d'être jugés sont ceux qui jugent le plus, à mon avis. Du coup, maintenant, on va définir le conformisme. C'est la tendance à se conformer aux usages et aux normes sociales, à accepter la manière de penser ou d'agir du plus grand nombre, pour s'intégrer, éviter les conflits, et aussi en se disant que si tout le monde le fait, c'est que ça doit être bien. Et ça c'est un peu tricky, hein, parce que c'est souvent en fait insidieux, et et ça nous pousse à imiter le groupe sans forcément en avoir conscience. Et au bout d'un moment, on arrive dans un état et il faut vraiment se prendre du recul énormément pour s'apercevoir de ses propres biais et de sa propre conformité. Enfin là, par exemple, si j'essaye de faire l'exercice moi, en quoi est-ce que je suis conforme à ce que la société m'a imposé, aux usages et aux normes sociales, à accepter les manières d'agir du plus grand nombre? Parce que dans je pense que tout le monde a une part de lui qui juste ne réfléchit pas à tout, parce que si c'est difficile quoi, de réfléchir à tout, et juste suit le plus grand nombre parce qu'il se dit bon bah ils doivent avoir raison, ils ont mieux pensé que moi. Je pense que moi j'ai l'impression que c'est un peu partout. En fait, au niveau de la société en général, j'accepte les choses quoi. Je prône la démocratie, je prône la tolérance. Bon après ça c'est des
chose un peu évidente, peut-être que c'est peut-être pas ça, se conformer. Enfin, j'accepte les normes qui me semblent les meilleures, mais après peut-être les normes, par exemple, en entreprise, il y a des codes vestimentaires, je les respectais, quoi, parce que finalement, j'avais un petit peu pas la foi de tout combattre. Peut-être que c'est ça aussi, on respecte les normes par peur du jugement, mais aussi par facilité, parce que c'est d'aller à l'encontre de la majorité quand ça nous semble, quand pour être plus en accord avec nous-mêmes, forcément on va être confronté à des gens qui vont nous dire qu'est-ce que tu fais, et forcément on va devoir, même si on se justifie pas, passer au-dessus de ces critiques, enfin de ces remarques, même si c'est pas des critiques, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc bon, et dans une société où on est de plus en plus sédentaire et qu'on essaye de sauvegarder notre énergie, compliqué quoi. Donc il y a ces raisons-là, mais du coup bon, je m'avance un peu. Et sinon, au niveau juste si on reste sur le conformisme, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont semblables. Je m'explique. En fait, quand je rencontre de nouvelles personnes dans une situation sociale, j'ai toujours l'impression que j'ai déjà vu ce type de personne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. En fait, je suis presque jamais étonnée par les personnes que je rencontre. Je me dis pas, toute nouvelle personnalité. Non, c'est vraiment des types de personnalités que j'ai déjà vus. Et je sais pas si c'était très vrai auparavant, mais je trouve que, parce que j'étais pas née, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment flagrant. Mais du coup, revenons sur pourquoi est-ce qu'on se conforme autant. Donc il y a les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais aussi, et ça je l'avais complètement sous-estimé, c'est l'influence de nos familles. Parce que, bon, c'est un peu bateau, mais souvent on dit oui, c'est l'influence de la famille, gna gna. Mais là, ça fait totalement sens, parce que c'est souvent dans les familles qu'on a les premiers jugements, les premières restrictions de nos personnalités. Les enfants, on a souvent cette impression que... Enfin, moi, j'avais vraiment cette vision c'est le collège qui vraiment va enlever l'étincelle d'un enfant. Enfin, quand il passe par la case collège, si c'était un enfant joyeux, il sera triste. Enfin, non, en vrai, c'est un peu exagéré, mais il y a vraiment un lissement du comportement. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un rôle, que c'est pas que la faute du collège et de son ambiance, et qu'il y a aussi un rôle de la famille ou des personnes qui s'occupent des enfants à force de se voir répéter fais pas ci, fais pas ça, et d'être toujours pour des choses qui mettent pas en danger l'enfant, hein. Bien sûr, si l'enfant dit je veux sauter du pont, tu dis bah non, fais pas ça, bah, là c'est logique. Mais si l'enfant il est juste là et je sais pas, il essaye de. Parce que j'ai vu ça l'autre jour, justement on allait chercher mes feuilles d'imprimante, mes feuilles en allant à l'imprimerie là. J'ai vu une petite fille qui était sur un parterre de fleurs, et elle marchait sur le rebord, qui était assez large, hein. Elle pouvait, c'était pas une poutre, elle pouvait mettre ses deux pieds côte à côte, et elle marchait sur ça, elle faisait un peu l'équilibriste, et la personne, alors je sais pas si c'était sa mère ou si elle s'occupait d'elle, mais ou c'était sa grand-mère peut-être, mais elle l'a pris par la main et elle l'a dit non, fais pas ça, alors que c'est rien, si elle tombe, elle se fait une égratignure et voilà quoi. Et en fait, c'est souvent que je suis témoin de ça, des enfants qui se. Ou alors quand ils s'expriment, on dit non, chut, parle moins fort, machin. Et du coup, je pense que le fait de se voir répéter ça, déjà, c'est la peur du jugement des parents, parce que forcément, un enfant, il est sans filtre et il crie haut et fort tout ce qu'il pense. Et autrui vont aussi juger les parents, enfin voilà, pour l'éducation qu'ils leur ont donnée, tout ça. Mais sauf que c'est important de laisser s'exprimer un enfant. Et en fait, on est totalement. Enfin, il faut absolument que l'enfant, le plus vite possible, ait un comportement où il réprime sa personnalité pour être conforme à une société où ils n'ont pas la place de parler, quoi. Enfin, même pas, en fait, c'est pour être conforme, même pour se préparer à la conformité adulte, voilà, en entreprise et tout. Il faut toujours être. Pas sortir du cadre et maintenir ses émotions à l'intérieur et ne pas dire tout ce qu'on pense et accepter les choses même si elles sont complètement stupides. Enfin bref, moi
le monde de l'entreprise, une joie vraiment. Après, c'est pas comme ça partout, et bien heureusement, mais il y a beaucoup de personnes qui subissent ça. Et du coup, c'est forcément dès le plus jeune âge, conformisme social. Et j'ai fait une petite réflexion aussi sur ça, c'est que je me dis, mais en fait, les nouvelles technologies, les tablettes, etc., bah, ça aide énormément à faire en sorte que les enfants soient plus calmes. Et c'est parfait pour les parents parce que on n'a même plus besoin de s'égosiller pour les faire rentrer dans la conformité parce qu'on a un outil qui les empêche de développer leur personnalité. Parce qu'avec les tablettes, les enfants, ils ont aucune envie d'être exubérants et tout. Ils sont placés en tant que consommateurs directs. Donc forcément, quand t'es juste consommateur, bah tu dépasses pas de la norme, quoi. Enfin bref, c'est un peu triste ce que je raconte. Repartons sur pourquoi se conforme-t-on. Et après, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Le truc de se conformer à la foule. Et une étude intéressante qui a été faite, enfin, une expérience. C'est l'expérience de H sur le fait que le groupe doit avoir raison. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En 1951, c'est un mec qui a pris des gens et il devait faire une expérience. Ils avaient 3 lignes de même taille et et les participants devaient lever la main si une des lignes était plus grande ou plus petite, enfin pas de la même taille. Ah non, c'est pas ça, pardon. C'est une ligne, toutes les 3 différentes, et il fallait dire lever la main si toutes les 3 étaient de la même longueur. Enfin bref, que ce soit ça ou l'inverse, il y avait une réponse qui était à l'évidence fausse, et il fallait pas lever la main, c'était faux. Mais sauf que dans cette expérience, il y avait une seule personne qui était testée, et tous les autres, ils étaient dans le coup. Et quand on leur a dit oui, levez la main si c'est la même longueur, ils ont tous levé la main. Et la personne qui était testée, elle se disait bah ils sont fous ou quoi, ils pas du tout la même longueur. Mais sauf que comme tout le monde le faisait, bah il s'en est mis à remettre en question sa propre perception, quoi. Et de se dire ah bah mince, bah ça doit être de la même longueur, je suis fou. Et il a levé la main aussi. Après, je sais pas, ils ont peut-être fait d'autres tests. Je sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à ne pas gagner et à rester sur leur conviction première. Mais en tout cas, on a vraiment tendance à se remettre rapidement en question en se disant que le groupe a raison. Et ça, moi, c'est un de mes grands défauts. Enfin, après, grand défaut, c'est aussi un biais humain, quoi. Mais je me remets super rapidement en question sur des choses qui pourtant, je suis sûre de moi, quoi. Et c'est encore plus amplifié si on se sent incertain. Alors là, on aura presque à tous les coups, on va suivre le groupe. C'est pour ça qu'en politique, je trouve que c'est assez complexe parce que personnellement, je connais pas rien à rien, mais je suis pas assidûment et je connais pas tout. Et je pense que personne ne connaît tout d'ailleurs. Et du coup, je trouve que c'est difficile de se forger une opinion genre hyper objectif et neutre. Déjà en plus parce que bon, ce qu'on nous dit, c'est pas forcément la réalité et faut lire entre les lignes, etc. Et du coup, je pense que c'est la montée des extrêmes, elle est facilitée par ça. Comme il y a, alors c'est pas une majorité de gens, mais bon, on n'espère pas que ça va le devenir une majorité. Pour le moment, c'est bien parti pour, oh là là. Mais comme on n'est pas sûr, on va se dire bon, ok, telle personne de mon entourage vont là. C'est vrai que ça résonne avec ce que je pensais moi. Bah écoutez, je vais aller là aussi. Et et c'est plus dur de réfléchir et de dire non, non, mais je vais être certain et de sortir du truc. Après, bon, pour la politique, en vrai, c'est vraiment le sujet, je pense, sur lequel les gens aiment se forger une opinion. Et que le fait d'être entraîné dans les extrêmes, ça vient aussi d'autres raisons. Le biais de conformité, non, punaise, le biais de... Quand on croit, nous, en quelque chose et que du coup, on va voir que des choses dans ce sens-là qui vont nous faire sentir comme on est dans la bonne voie. Biais de confirmation, je sais plus. Mais bon, du coup, passons sur le sujet de est-ce que c'est une question de génération. Déjà, j'ai un petit peu chaud. De parler comme ça, là, ça me... Voilà, ça va mieux. En plus, avec la tignasse, ça tient chaud aussi. J'ai l'impression que la gêne a de plus en plus une connotation super négative, en fait. Que les générations avant pouvaient... C'était pas vraiment de la gêne, le malaise comme on entend aujourd'hui. C'était plus, ils pouvaient
se moquer, rire de quelqu'un, mais eux, ça les mettait pas mal. C'était un rire sincère, alors que là, je trouve qu'il y a vraiment cette notion un peu de négativité qui va nous mettre pas très bien. Et on va, sous des apparences de moquerie légère, on va se sentir quand même, bah ouais, vraiment malaisé. Je pense que ce mot n'existe pas, mais vraiment gêné, quoi. Et dans mon bénévolat, j'ai posé d'autres questions. Et j'ai aussi vu une vidéo sur ça, sur ce qui pouvait être gênant pour les générations suivantes, pour vous donner une ordre d'idée. Quand les personnes ont l'application Snapchat, ils peuvent mettre des espèces de personnages qui représentent le soi de aujourd'hui. Et moi, enfin, j'ai ça, quoi, depuis perpète. Moi, après, j'utilise plus trop Snap, hein, mais voilà. Et apparemment, aujourd'hui, c'est perçu comme gênant d'avoir ça. Et c'est des choses, mais tellement futiles. Enfin, je veux dire, à quel moment avoir un Bitmoji, c'est gênant et surtout que maintenant, moi, je me dis, ah, mais il faudrait peut-être que j'enlève mon Bitmoji alors qu'on s'en fout. Enfin, c'est vraiment nul, quoi. Et pourtant, je me dis, bah, il y a des gens qui trouvent que je suis gênante parce que j'ai quelque chose comme ça. Après, heureusement, j'ai personne sur Snap, j'utilise plus ça. Mais, enfin, non, pas heureusement parce que je suis censée pas que ça m'importe pas. Il y a aussi sur Instagram, c'est gênant d'avoir trop de publications et il vaut mieux avoir que des stories à la une et pas trop mettre. Ou alors c'est gênant de poster une story de soi ou quoi si on est personne. Et je trouve ça. Enfin, mais alors moi, je suis la pire quoi dans ça, je suis vraiment pas. Enfin, après, oh là là, je pense pas que ma génération, je pense que vous tombez des nues aussi. Mais en fait, je trouve que ça allait vraiment hyper loin. Donc, pour moi, c'est une question de génération parce que c'est sur des choses de plus en plus futiles et qu'on peut de moins en moins prévoir. Et pourtant, c'est des choses qui sont répandues, quoi. Enfin, je veux dire, pour que j'en arrive à entendre que les gens trouvent gênant d'avoir beaucoup de photos sur Insta, enfin, je trouve ça hyper bizarre. Mais ça m'étonne pas non plus parce que déjà, au collège, ça commençait, enfin j'arrive plus trop à me rappeler, mais il y avait des choses. Par exemple, si les sacs à dos, la manière dont on portait les sacs à dos, si tu le portais sur deux épaules. Non, mais c'était pas gênant. C'était. Mais t'étais vu comme quelqu'un de moins stylé, quoi. Non, mais du coup, je sais pas vraiment c'était pas vraiment gênant. Mais c'est juste parce que je le vivais pas, peut-être. Peut-être qu'il y avait. Mais franchement, répondez. Si vous êtes de ma génération, répondez-moi. Est-ce que vous aviez des choses qui étaient. Ou qui sont toujours hyper gênante pour vous. Et du coup, la fille avec qui je fais des bénévolats, elle m'a aussi dit que c'était gênant. Ils utilisent le terme gênant quand quelqu'un rabaisse quelqu'un d'autre. Du coup, là, je trouve que c'est assez. C'est un peu un moyen de défense, quoi. On va remettre le jugement sur l'autre qui fait quelque chose de un peu de méchant. Parce que finalement, être gênant, c'est pire qu'être une victime en fait. Et du coup, je trouve ça pas plus mal finalement cette tournure des choses parce que ça donne une arme pour les gens qui se font moquer d'eux ou quoi. Bah voilà, si tu te moques de moi, t'es gênant. Enfin bref. Ça me donne l'impression que là, c'est plus utilisé comme une force alors qu'avant, c'était plus subi. C'était plus tourné vers quelqu'un. Ah oui, lui, il est gênant, alors que sans que ce soit forcément voulu. Parce que justement, après, justement sur la question de l'âge, je trouve que c'est vraiment au collège, lycée, où on va avoir la gêne, enfin en tout cas moi à mon époque, utilisée pour se protéger soi. Donc on va montrer quelqu'un et dire pour X ou Y raison absurde, de manière de s'habiller, d'apparence et tout, cette personne est gênante. Comme ça, l'attention est focalisée sur lui. Les autres qui écoutent la personne dire ça vont se ranger derrière lui parce que c'est compliqué de défendre une personne qui s'est fait stigmatiser et on n'a pas envie de se faire juger aussi. Et du coup, j'avais plus vraiment cette impression d'être utilisée comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est aussi une question d'âge, parce que bah, plus on grandit, moins on va avoir déjà envie d'avoir un, un comportement comme ça de jugement pour ne pas avoir l'attention négative sur nous, et que les autres s'alignent pour ne pas être à l'écart et avoir la force du groupe. Et c'est toujours plus facile d'avoir la force du groupe si on contre quelqu'un. Finalement, les
les relations de pouvoir au collège ne seraient-elles pas un prémisse des relations géopolitiques? Du coup, on reporte un peu l'attention en utilisant les passions négatives. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur les réseaux, c'est ce qui fonctionne le plus, c'est les vidéos qui utilisent les passions négatives et qui utilisent soit sur elles-mêmes, soit sur quelqu'un d'autre, ces sentiments de gêne souvent. Et de les mêmes choses vraiment qu'au collège. Tout ça souvent pour la popularité parce que qui dit popularité dit moins la peur de la solitude. Parce que même si c'est pas des vrais amis, il y a toujours quelqu'un qui peut être avec nous, quoi. Après, même si ça a augmenté avec les générations, c'est pas pour autant que ça n'existait pas avant. Parce que finalement, toute l'humanité, on a toujours eu besoin de se conformer et d'appartenir à un groupe. Et par exemple, la religion, c'est hyper évocateur parce que c'est quelque chose qui nous permet vraiment sur le long terme de toujours avoir quelqu'un vers qui se retourner et d'avoir un objectif. Enfin, pas d'avoir un objectif, mais d'avoir quelqu'un qui nous guide à travers notre vie. Parce que sans ça, il faut trouver son propre chemin intérieur. Et trouver son propre chemin intérieur tout en étant conformé à des normes imposées, c'est compliqué. Et en plus, le problème, c'est que souvent, si on n'a pas une religion ou quoi, on va être convaincu de choisir sa vie et d'avoir son propre chemin, d'avoir un sens dans la vie. Mais souvent, en fait, on a l'impression mais c'est pas le vrai sens et on croit être, mais on est juste ballotté par les influences. Du coup, ça, c'est plus pour l'appartenance à un groupe. Enfin, pour la religion, par exemple, il fallait se conformer à certains codes. Mais le conformisme un peu plus poussé à l'extrême, c'est arrivé en même temps que ça s'est développé. Ça s'est de plus en plus développé avec l'arrivée de la télé, où on nous montrait des manières de vivre, où on nous montrait des programmes où en fait il y avait un imaginaire présenté qui nous montrait des manières de vivre comme ça n'avait jamais été le cas avant. Par exemple, le fait de montrer beaucoup de pubs, mettant en scène des femmes au foyer de manière un peu traditionnelle, voilà, toujours joli, le repas prêt, ça a marqué les esprits et aidé à la construction de ce mythe un peu de la personne qui reste au foyer, parfaite et qui doit tout faire toute seule, quoi. Et ça a forcément été aussi amplifié depuis les réseaux. C'est beaucoup plus utilisé par les jeunes, donc c'est encore différent de la télé qui restait accessible à tous. Là, on va vraiment avoir une multitude de voix et on va voir en quoi c'est un peu contradictoire par rapport au conformisme. Et quelque chose qui prouve aussi que c'est une question de génération, c'est que, comme on l'a vu, le conformisme est aussi utilisé donc pour répondre à la solitude. Et selon une étude de Ipsos, je sais pas comment on prononce, qui est un institut de sondage français, 56% des 12-28 ans ressentent un sentiment de stress ou de solitude en France. Ils sont autant aux États-Unis, 60% en Chine, 62% au Brésil. Quel que soit le pays, la Gen Z présente des scores d'anxiété homogènes et supérieurs à ceux des autres générations. Donc on voit que les pourcentages, je trouve, sont énormes sur le sentiment de la solitude. Je pense que les réseaux ils sont pas pour rien. Mais du coup, je me dis, mais en fait, si t'as déjà un sentiment de solitude, bien sûr que tu vas essayer d'appartenir à un groupe et de pouvoir rentrer dans une case et de te lisser parce qu'il vaut mieux rester entouré, même si c'est par facilité et si c'est pas avec notre vraie personnalité exacte, plutôt que de pas être accompagné du tout. Enfin, c'est quoi le mieux? Être accepté par un groupe, même s'ils nous acceptent pas à 100% parce qu'on peut pas être nous à 100%, parce qu'on s'empêche d'être nous à 100%, ou être totalement seul. Franchement, pour moi, c'est le groupe qui accepte pas à 100%, hein. Même si ça amène d'autres problèmes et que c'est pas idéal, mais ça fait tellement peur, en fait, ça demande tellement d'efforts de sincèrement être 100% soi-même, quitte à perdre des pairs, quoi. Enfin, bref. Et du coup, je pense qu'on l'a compris, que c'est aussi une question d'âge.
Et qu'il y a aussi un peu ce cliché, par rapport aux gens qui trouvent tout gênant. Enfin, souvent, moi, de ma tête, je me dis, bah, il faut qu'ils aient une vie, quoi. C'est pas possible de vivre comme ça, à juger tout le temps. Mais c'est parce que déjà, ça produit un peu une endorphine de faire des dramas pour rien. Et ça les fait se sentir un peu supérieurs, ça enlève cette solitude. Enfin, tant qu'ils sont pas, eux, dans la spirale de la négativité et qui juste ils bénéficient de ce qu'ils disent, bah c'est bénéf. Et surtout que qui se ressemblent s'assemblent et en étant ensemble, on se sent plus fort. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui inconsciemment forment un groupe pour pouvoir avec cette sensation de se sentir plus fort, mais du coup ils vont moins faire l'effort de se remettre en question sur des choses qui sont pas forcément correctes ou quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que moi, j'ai jamais vraiment fait partie d'un groupe. Je pense que c'est pour ça que j'ai peu le sentiment de gêne, parce que j'ai l'impression que c'est très lié au, au fait qu'on est beaucoup jugé, qu'on a la pensée dans notre cerveau qui arrive de dire ah mince, ça peut être gênant, parce qu'en fait, on s'aperçoit, on voit nous qu'on aurait pu rendre la chose gênante, quoi. J'étais plutôt une victime et pas une harceleuse. Et je pense aussi que c'est une question d'âge avec la génération alpha, parce qu'ils ont, ils ont accès à la comparaison sur le réseau. Parce que bon, on va pas se le cacher, je sais pas combien de pourcentage des enfants ont les réseaux. Et moi, à mon époque, je me comparais aux filles de mon âge, mais pas tellement aux plus grandes. Et en fait, là, ils se forgent vraiment une personnalité sur les personnes, sur les adultes. Et du coup, ils prennent pas le temps de vraiment grandir correctement et de se découvrir, enfin, pas correctement, mais de se découvrir au fil du temps, et tout de suite, il se compare à l'image de quelqu'un de qui a vécu toutes ces étapes, quoi. Et il y a aussi donc cette chose qui sont plus adultes, mais aussi que c'est un peu une vie lycée, et je pense que c'est lié les deux, de se dire que cette génération trouve tout gênant quelque chose d'extrême et d'avoir que des contenus assez lissés, c'est qu'en fait c'est plus difficile de faire la différence entre la réalité et ce qui se passe sur les réseaux. Et peut-être qu'ils essayent de copier aussi un modèle, mais alors là, c'est plus que dans les clous, quoi. Un modèle même pas réel, mais appliqué à la vraie vie. Donc des choses de la vraie vie peuvent sembler gênantes parce qu'on voit pas sur les réseaux. Je sais pas si je tiens quelque chose, mais je pense que c'est pas si bête ce que je dis. Du coup, parlons un peu de l'amplification par les écrans. Notamment, donc, en particulier les réseaux sociaux, parce que bon, il y a la télé, mais là, je vais vraiment me focus réseaux sociaux. Donc, en plus de se conformer à quelque chose de très lissé, parce qu'en fait, il y a à la fois, il y a énormément de contenus différents et de personnes différentes, mais je trouve que c'est des personnalités qui reposent beaucoup sur l'apparence, l'esthétique, et que ça reste lissé dans un sens. En fait, il y a beaucoup de catégories d'esthétique, et on va plus se reconnaître dans l'une ou dans l'autre, ou de catégories d'opinion même, mais ça reste lissé dans la manière de s'exprimer, dans les, je sais pas, Get Ready With Me ou quoi, ou, pas, ou alors un matin avec moi, ça reste, quel que soit le type de personne, ou alors, bon, il y a certaines personnes qui font un truc, bon, je filme la réalité, mais c'est très codifié, et tout en chacun veut se montrer sous son meilleur jour. Parce que même si... Enfin, en même temps, c'est hyper dur de retranscrire la réalité exacte, et, et quitte à choisir un clip où, je sais pas, la lumière, elle fait ressortir tes cernes de fou, ou alors un clip où la lumière, elle te met plus en valeur, bah tu vas toujours choisir l'autre. Et du coup, c'est dans ce sens que j'ai l'impression que il y a énormément de profils différents, mais il y a quand même toujours cette même retenue. Et vraiment, ce qui est dangereux, c'est que c'est irréaliste, et pourtant, c'est obligé, inconsciemment, on le transpose à notre réalité. Et surtout que les likes et les commentaires, ça entraîne, alors là c'est pour ceux qui postent, mais ça entraîne à s'auto-censurer et à se dire
ok, quel post a plus ou moins marché, ok, ce post il a pas trop marché, bah je vais plus refaire un truc comme ça. Et du coup, on s'aligne avec ce qu'on veut de nous pour que ça marche, et on en oublie notre personnalité. Et du coup, quand on consomme, forcément, on consomme des choses qui se ressemblent plus en soi, quoi, dans la construction. Et en tant que consommateur, si on voit par exemple, pour les commentaires, si on voit par exemple une vidéo qui a eu, enfin, je sais pas, une vidéo quelconque, et puis nous, on a notre opinion dessus, et on ouvre l'espace commentaire, et tous les commentaires, c'est l'opinion opposée. Et ben ça va faire comme le H, et on va se dire, ok, je me remets en question, et on va changer notre opinion sur la base de rien, quoi, sur la base d'un truc qui est même pas représentatif de l'opinion réelle, peut-être même de la majorité. Et pourtant, on le fait tous inconsciemment, et du coup, ça nous change de manière insidieuse. Il y a aussi le problème d'être enfermé dans notre bulle par notre algorithme, et du coup d'avoir le biais de confirmation au maximum, et donc on va plus croire ce qu'on pense être vrai au départ. Et du coup, inconsciemment, en plus d'avoir le biais de confirmation, on va inconsciemment être conforté et vouloir se rapprocher du groupe. Je trouve aussi, du coup, que cette contradiction entre le fait que les réseaux nous apportent des images de partout dans le monde et sur cette codification euh, que les gens les plus populaires ne... Enfin, que on n'y déroge pas, et souvent dans nos feeds on a les vidéos les plus populaires. Enfin, en tout cas, moi, parce que j'y vais pas beaucoup, peut-être que si les gens y restent des heures et ils ont des vidéos qui ont 2 likes, je sais pas. Mais même moi, en fait, je me suis codifiée, mais ça, j'en parlerai après. Et je trouve que tous ces profils différents, il y a vraiment des personnes hautes en couleur, et dans ce monde-là où on a accès à tout ça, on tend quand même à perdre notre personnalité pour suivre. En fait, comme c'est des choses qui sont sur les réseaux, qui sont montrées, qui sont hyper stylées et qui font rêver, inconsciemment, on va vouloir s'en rapprocher, quitte à perdre une essence de notre personnalité. On veut ressembler à, alors qu'on sait même pas qui on est vraiment. Bref. Mais en même temps, c'est le problème aussi des réseaux qui ne permet pas aux gens de ne pas se conformer, c'est que ça prend énormément de temps. Et comme je le disais dans mon épisode de Addict aux distractions, en fait, si on est tout le temps constamment en train de consommer, à quel moment on a le temps d'être qui on est vraiment, sans faire les choses, et même en perdant notre sommeil, comment on peut être nous. On est juste des consommateurs, mais bon, ça, depuis les années 50, hein, oh là là, ça fait longtemps qu'on est consommateurs. Et en plus, quand je dis ça, je sais que y a plein de personnes qui se disent, mais non, mais moi, j'ai ma propre personnalité et tout, et j'ai ma vibe. Mais je trouve, mais moi, je mets un peu dans le même sac tout ça, et même moi, je pense que je me mets dans le même sac, que genre un esthétisme, une vibe. Je trouve que c'est hyper vu de manière péjorative de pas avoir sa propre personnalité, mais pourtant c'est compliqué de pas sortir des clous, et on va tous aller dans l'esthétisme qu'on préfère, en respectant quelque chose qui peut être en contradiction avec des valeurs plus traditionnelles ou quoi, mais on va quand même respecter quelque chose pour être accepté dans un groupe. Non, pas être non plus trop sorti. Bon, après, en vrai, enfin moi, par exemple, je pense à la plupart de mes amis, on n'est pas dans un groupe. Et ouais, en vrai, je pense que j'ai plein d'amis qui j'arrive pas à les mettre forcément dans des cases. Mais c'est parce que je suis matrixée par les réseaux, hein, parce que c'est aussi beaucoup les réseaux où j'arrive à mettre les gens dans des cases. Parce que c'est fait pour aussi. Parce que on perce plus quand on a une énergie particulière. Ah oui, et juste un petit chiffre pour se rendre compte d'à quel point ça affecte aussi les jeunes générations. En France, 89% des 11-15 ans ont un smartphone et ils passent près de 3 heures par jour. Je sais pas si on se rend compte, c'est toujours selon l'Ipsos là. Non mais attendez, 89%, non mais c'est trop une dinguerie, 89% des 11-15 ans, plus de 3 heures par jour sur un téléphone, mais tu m'étonnes que t'as pas de personnalité. Comment tu peux ne pas être conformé quand tu passes autant de temps à consommer? C'est obligé de se développer en tant que suiveur. C'est hyper dur en fait de juste arrêter de consommer et de faire.
Non mais 3 heures par jour, pardon, c'est trop, c'est... Faut vraiment que je fasse un podcast sur le téléphone. Et qu'est-ce que je fais là? Je vous donne des trucs à consommer. Oh, pardon. Mais en même temps, c'est des trucs à consommer, mais c'est pour vous dire d'arrêter de consommer. Et je trouve quand même que je défends quand même le podcast parce que au moins ça perturbe pas notre temps d'attention et tout, enfin notre temps d'attention. Enfin, je pense que je suis toujours d'accord avec la moi du premier épisode de ce podcast qui était sur le podcast. Et ensuite, je pense aussi que c'est amplifié, que ça va être amplifié par l'IA parce que en fait, l'IA, c'est juste l'outil qu'il nous fallait pas si on en a marre des gens trop conformes, parce que là, en fait, tout va se ressembler. Il y a ça remplace certains métiers, etc. Mais moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'il y aura plus aucune âme dans les choses qu'on va voir. Ce sera hyper lisse, et je pense qu'il y aura des bonnes idées, mais ce sera jamais des idées. J'aime bien les appeler les idées de génie parce que c'est les idées vraiment qu'on a et qu'on pensait tellement pas avoir, mais juste on s'est laissé le temps de réfléchir et on les a eus. Et en fait, si tout est noté, tout est marqué par l'IA, forcément, les pensées se dirigeront vers une unique pensée, quoi. Et tout va se ressembler, et franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais ouais. Et puis aussi, un petit peu la chirurgie esthétique, parce que ça, bah, c'est l'extrême de joli et jeune pour toujours, quoi. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est un petit peu lié à la gêne, mais je pense que quelqu'un de laid sera pas vu comme gênant. Mais je trouve que c'est quand même... ça reste dans l'engrenage de... je sors pas des clous et je fais tout pour rester dans la norme. Parce que c'est ça, finalement, je suis un peu partie sur pourquoi tout est devenu gênant. Mais le sujet du podcast, c'est plus sur comment faire pour sortir du conformisme abusif, quoi. Parce que c'est un peu la gêne, finalement, c'est un peu une dérive du fait que tout le monde se conforme. Et je pense que le vrai problème se tient là, quoi. La gêne, c'est juste une conséquence. Après, il y a aussi, je trouve un peu une conformité dans le genre. Bon, ça c'est évident dans les magasins. Enfin, par exemple, surtout pour les hommes, ils peuvent pas s'habiller dans le rayon femmes. Nous encore, on peut aller un peu partout, mais les hommes c'est très codifié, très normé, parce qu'en fait, dès qu'on sort un petit peu de la norme, il y aura un jugement. Donc là encore, ça va. Je pense qu'il peut y avoir un peu des sentiments de malaise ou de trouver quelqu'un de gênant si par exemple, je sais pas, un homme porte une jupe ou quoi. Mais je trouve, bon après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça stylé aussi. Moi, je fais partie des gens qui trouvent ça stylé. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette chose du conformisme par genre et du conformisme par peur. Du jugement, ou des femmes à Paris qui mettent pas des mini-jupes, comme moi, pour peur des agressions. Oh là là. Non mais en vrai, parce que je sais que on peut être habillé n'importe comment, on peut quand même se faire agresser, mais je suis quand même pas très à l'aise, quoi, en mini-jupe. Je me sens regardée de toutes parts. Et je me suis aussi demandé sur ces choses donc de conformisme, donc de le fait de tout copier. Je me suis dit, mais au final, on dit souvent, oui, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Mais du coup, qu'est-ce qu'est vraiment la personnalité? Est-ce qu'on a vraiment une personnalité si on est juste la somme des 5 personnes j'allais dire qu'on consomme, qu'on fréquente le plus? Je me suis dit, oui, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais c'est pas parce qu'on les copie, c'est un peu le mélange qu'on en fait, quoi, bah, logique. Et ce qui est important, c'est d'avec ce qu'on reçoit, en fait, toujours prendre un petit peu de recul, et c'est pour ça que c'est important de pas être constamment distrait, c'est d'avoir ces moments dans la journée où on peut prendre du recul sur soi pour se sonder, se questionner, faire des choix conscients sur la manière dont on évolue. Parce que je trouve que c'est facile de se laisser aller, mais pour devenir une meilleure personne, faire des choix conscients, c'est aussi important, quoi. Faut-il combattre cette tendance, combattre la tendance que tout devienne gênant, que tout soit de plus en plus conforme à Dieu ne sait quoi, et en regardant un peu ce qu'on perd et ce qu'on gagne en combattant ça ou non. Donc là, je vais vraiment rester sur le problème que les gens se ressemblent et qui est moins cette recherche d'être unique et
et cette peur de se démarquer, même si on se dit non mais oui mais moi je suis pas comme tout le monde, je suis pas... Parce que c'est un peu... C'est pas cool de se voir dire oui toi t'es banal, bah non moi je suis pas banal, pourtant tout le monde est un peu conforme à quelque chose quoi. Déjà tout simplement, si on a peur d'être gênant et du coup qu'on se conforme à quelque chose qui fera en sorte qu'on ne le soit pas, on passe notre vie à ne pas vivre pour nous, mais à vivre selon le regard le jugement des autres. Et mais dit comme ça, c'est pas possible, quoi. On peut pas vivre une vie dictée par quelque chose de si futile et quelque chose dont on n'est même pas sûr en plus. Et après, je me suis dit, moi, je pense vraiment comme ça. Vraiment, j'ai peur de ne pas avoir une vie ordinaire. J'ai peur d'avoir une vie ordinaire. Enfin, pas ordinaire, mais d'être totalement emportée dans ce mouvement de conformité et de pas être moi-même. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent sincèrement une vie ordinaire où il n'y a pas beaucoup de réflexion sur leur personne ou quoi, et les choix sont dictés par la société, que ce soit inconsciemment ou consciemment, voilà. Et que bah ils sont satisfaits et épanouis de cette vie et que ça leur va quoi. Est-ce que pour la société et pour la personne elle-même, est-ce que plus réagir à sa consommation plutôt qu'agir dans sa vie, est-ce qu'on pourrait atteindre un vrai bonheur en vivant comme ça? Est-ce qu'on peut être sincèrement satisfait d'une vie comme ça? Et je pense pas que ce soit grave, mais est-ce que est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde de sortir de sa zone de confort et d'essayer de faire ses propres choix conscients pour développer sa personnalité et ne pas vivre selon le diktat de quelqu'un d'autre. Du coup, je me suis dit, pour l'individu lui-même, je pense que c'est une fausse satisfaction et que ça dépassera jamais la satisfaction de savoir qu'on fait ses choix de manière consciente et qu'on a un minimum de libre arbitre. Mais je pense quand même que beaucoup de personnes pourront s'en satisfaire en surface. Et finalement, et sans trop se poser de questions, et en vivant de cette manière. Et finalement, bon, bah, c'est un choix comme un autre, quoi. Enfin, non, du coup, c'est pas un choix, mais voilà. Sauf que il y aura toujours par exemple, on pourra jamais sortir de la comparaison. Ça, moi, je sais que je suis quand même pas mal dans la peur du jugement et dans la conformité, parce que je me compare beaucoup, à tort. Mais bon, j'ai la volonté d'en sortir. Mais donc, si on se dit satisfait par ça, pour moi, on cessera pas de vouloir autre chose, parce qu'il y aura toujours un modèle pour remplacer celui qu'on suivait avant. Donc pour moi, c'est un peu une entrave au vrai bonheur, si tant est que l'être humain cherche le bonheur. Déjà, il faudrait qu'il cherche sa survie en vivant de manière plus durable, mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre podcast. Et au niveau de la société, si tout le monde était de ce bois-là, il y aurait beaucoup moins de richesse forcément des individualités et il y aurait moins d'innovation et d'art, etc. Ce que j'aime appeler les idées de génie. Donc finalement, on rejoint mon podcast précédent sur les distractions, et être addict aux distractions plus du coup finalement un peu la conséquence d'être consommateur, de se conformer et de ne pas réellement faire ses choix, c'est des choses qui nous empêche d'avoir des idées de génie. Mais oh là là, je fais toujours de ces podcasts, moi, à chaque fois je me dis, ouais, je vais faire un sujet facile et tout, là, pour tout dégênant, je vais dire 2 phrases, et puis je pars dans des élucubrations sans fin. Je pense que le prochain podcast, je vais vraiment essayer de faire quelque chose où je me prends moins la tête. Enfin là, je vais trop dans des débats philosophiques et tout. Enfin, c'est même pas philosophique, mais des débats J'essaye d'être objective et de suivre bien les définitions et de penser à tout ce que les individus pensent et tout. Mais du coup, j'en perds moi-même mes propres pensées. Mais bon, continuons. Du coup, donc il y aura moins de nouvelles idées. Et dans la réalité, la société actuelle est assez diversifiée. C'est un peu on a l'impression qu'on se ressemble de plus en plus, donc c'est une note positive. Mais en fait, c'est la manière dont on consomme et dont on communique, à toujours rechercher l'approbation, tout ça, qui nous donne l'impression qu'on est moins diversifié. C'est vraiment l'expression, mais pour le moment, c'est pas la diversité elle-même qui disparaît. Mais moi, j'ai peur que
que justement, comme l'expression soit assez lissée, bah pour les générations futures, elles se construisent sur quelque chose de trop lisse qui empêche l'expression qui brime la personnalité et qui rendent des gens une dystopie de clones, quoi. Donc ça, c'est un peu la réflexion sur est-ce que, voilà, vouloir être ordinaire. Et j'ai aussi peur un peu de ça, de rester trop dans le conformisme, parce que je me dis à 80 ans, si j'ai passé une vie à consommer et à choisir la voie de la facilité en me questionnant peu et en suivant les tendances de vie, pas que les tendances vestimentaires, mais les tendances de ce que la société offre pour le travail et pour comment on devrait mener notre vie. Mais les regrets que j'aurais, non mais ce serait terrible, hein. Oh là là, je mourrais sur place en regrettant. Je penserais une fois à ma vie passée, je serais là, oh là là. Je ne puis plus vivre. Non, bah, peut-être qu'à 80 ans, je me mettrais à faire des folies. Bah, après, c'est pas forcément des folies d'ailleurs. Je rêve pas d'une vie où je fais que des choses hyper en contradiction avec la société, etc. Mais j'aimerais vraiment avoir une vie qui me convient à moi-même. Déjà, je trouve que rien que pour suivre les recommandations de santé, enfin pour vivre vieux en bonne santé, c'est incompatible avec, par exemple, un 35 heures à passer 8 heures de ses journées devant un écran. Et pourtant, la manière dont la société est faite. Et déjà ça, en même temps, je suis un peu conforme du coup aux idées de bah, il faut plus bouger, lutter contre la sédentarité, etc. Et du coup, je suis moins conforme aux idées de ce qu'on se fait de la réussite sociale, etc. Mais bon, ça c'est peut-être pour un autre épisode ou pour un autre podcast. Ensuite, on va rentrer dans ce qui m'énerve le plus sur le fait d'être toujours conforme, c'est la perte de créativité, d'authenticité. D'ailleurs, ça va, je suis assez authentique finalement. D'authenticité et de spontanéité. Donc c'est là que je reviens sur mon expérience avec la création de contenu sur Instagram et sur les autres plateformes. C'est que j'ai fait depuis un mois là quelques vidéos sur Instagram pour bah déjà pour tester un peu ce qui me plaît, etc. Et surtout pour partager à qui veuille l'entendre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'entendent, mais quand même, mes amis sont là pour moi. Ça me fait chaud au cœur. Pour partager les bienfaits d'adopter un mode de vie plus durable. Parce que c'est vraiment quelque chose que je soutiens énormément et que je pense est la plus grande force si tout le monde s'y met. Et du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que des vidéos courtes qui captent bien l'attention des gens pour pouvoir transmettre mes messages. Et en fait, déjà un mois, je trouve ça hyper frustrant parce que même moi qui respecte pas tous les codes, déjà ça m'a saoulé un peu de voir toutes les vidéos parce que toutes les vidéos de durabilité, c'est un peu les mêmes choses, les mêmes formats et vraiment c'est le niveau d'authenticité et de créativité zéro. Et après, je critique, mais en fait, rien que pour faire ce que j'ai fait, c'est tellement long, chronophage et difficile en vrai pour trouver les plans, pour faire en sorte qu'il y ait une bonne qualité, pour le son de l'image, pour passer au-dessus du regard des gens, etc. Et pourtant, je me dis, mais en fait, c'est tout ce que je déteste. Enfin, c'est pas tout ce que je déteste. En vrai, je veux pas cracher sur mes vidéos parce qu'elles sont quand même bien, mais je trouve que comme on n'a pas le temps, enfin là j'ai le temps, je me mets pas d'horaire, je peux parler tant que je veux, et du coup mon authenticité n'est pas brimée. Mais sur Instagram, déjà, on peut pas faire des vidéos de plus de 3 minutes. Et j'ai voulu faire une vidéo, parce que j'ai fait une visite où j'ai appris un peu les plantes et tout, où pousser le poivre, le café, etc. Et c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses, et je me suis dit, mais ça c'est vraiment important de le transmettre parce qu'il y a qu'en s'inquiétant de la biodiversité, etc., qu'on... Enfin, pas en s'inquiétant, il y a qu'en comprenant qu'on peut justement en avoir quelque chose à faire et vouloir la protéger. Enfin, il n'y a pas que comme ça, mais je trouve que ça aide pas mal. Parce qu'on se rend compte, en fait, que ce qu'on mange,
ça vient de quelque chose qui pousse, quoi. C'est dans la terre. Et si on abîme la terre, ça pousse plus. Bon, ça va un peu imagé, mais bon, bref. Et en fait, ma vidéo était trop longue. J'ai trop parlé. Et pourtant, j'avais fait un script. Et sauf que ça m'énerve de faire des scripts parce que je trouve que ça perd toute l'énergie. En fait, j'ai une voix qui devient la voix que je déteste. La voix, oh là là. Non, mais ça, je sais pas si vous voyez, mais en fait, quel que soit le média, il y a toujours une voix qui est prise. Le podcast, je trouve un peu moins, mais encore parfois, il y a un peu une voix du podcast. Mais je trouve aussi qu'il y a des voix pour souvent les... Ça, c'est... Ah, mais vraiment, le manque d'authenticité, ça me... C'est comme quand on fait... quand on met une craie sur un tableau ou quand on met genre les fourchettes sur des assiettes et que ça fait cri cri cri, oh là là c'est horrible, et ben là ça me tend pareil le manque d'authenticité. Et je trouve que je l'avais beaucoup remarqué étant plus jeune dans les discours politiques, je me disais mais en fait j'arrive pas à me concentrer sur le fond parce que la forme c'est la même chose, les gens ils ont zéro pathos, aucune émotion, et c'est juste les mêmes manières de parler, la même élocution, et c'est bien, voilà, il n'y a pas de mots parasites, etc. On comprend ce qu'ils disent directement, mais en fait, ça rend les choses tellement éloignées. Enfin, le manque d'authenticité, je trouve en fait, on peut parler des choses avec détachement, alors que parfois, il y a des choses, bah, juste, c'est impossible d'en parler avec détachement. Je suis d'accord que les journalistes, tout ça, il faut adopter un ton neutre pour parler des choses, mais parfois, en fait, ça rend valide des choses qui ne le sont pas. Si on met pas un minimum de ferveur dans ce qu'on raconte, on peut dire, voilà, envoyé spécial, nous venons de retrouver un enfant qui a perdu ses 2 membres et ses 2 parents, faites des dons. Bah non, enfin, c'est trop bizarre, enfin, tu peux pas dire ça comme ça, oh là là, ça m'énerve. Mais après, je pense qu'il y a des raisons et tout, mais moi, ça me tend. Et je trouve qu'on a vraiment reproduit ça sur les réseaux avec... et en plus, ça c'est fou, hein, parce que à l'époque, il y a genre 5 ans, on se moquait des voix des reporters sur les émissions un peu nulles qui disaient, voilà, soit les journaux télé, soit les voix dans les émissions radio et tout. On se moquait parce que ça avait toutes les mêmes voix et il y avait des vidéos de personnes qui reproduisaient les voix et tout, mais on a fait exactement la même chose avec les shorts Insta. En fait, on a retrouvé, que ce soit pour annoncer des actus ou alors pour parler d'un drama ou selon quelques types de vidéos, il y a le même type de voix, et même moi, non mais là c'est fou, même moi, alors peut-être pas tout le temps, parce qu'en vrai ma voix naturelle revient assez vite, mais souvent, quand je commence ou quoi, mais peut-être au début de ce podcast, j'ai eu une voix un peu dictée. Je disais bonjour, attends, non, je sais pas comment je disais, attends... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ah là là, ça m'énerve rien que de prendre cette voix. Mais en même temps, pour commencer, c'est difficile. Et comme sur Insta, c'est super court, et ben on n'a pas le temps, je pense, d'adopter une voix authentique. Mais par contre, les discours politiques, éloquence et tout, là, c'est... Ah bah non, parce qu'ils lisent aussi quelque chose. En fait, le problème, c'est de lire quelque chose. De toujours vouloir aller droit au but, le plus efficace, le plus performant et tout, ça enlève une proximité et l'authenticité, quoi. Oh là là, j'étais énervée. Coup de gueule sur l'authenticité. Mais du coup, pourquoi finalement ces voix reviennent au galop après les émissions télé? On en vient nous-mêmes, créateurs sortis de nulle part. Bon, je me mets pas trop dans la case parce que voilà, mais je suis pas sûre que je fasse ça toute ma vie. Mais on en vient... notre génération qui est plus créée sur les réseaux a adopté aussi ce genre de choses, c'est parce que ça marche en fait, et je me dis mais suis-je donc la seule à en avoir marre d'entendre les mêmes voix en boucle, enfin, et je trouve ça assez fou d'avoir tout le temps les mêmes voix en boucle, mais c'est parce qu'en fait se conformer à ce type de choses, bah c'est ce qui parle au plus grand, j'imagine. C'est ce qui semble le plus neutre, et moi je me dis mais c'est pas possible, j'ai vraiment l'impression de pas être la seule et qu'il y ait des gens qui préfèrent voir quelqu'un qui a de la personnalité, mais peut-être qu'en fait en ayant de la personnalité, parce qu'on dit c'est moins pris au sérieux, ou c'est moins peut-être que les gens ils veulent juste une information, aller à l'essentiel, et qu'ils s'en fichent de la personnalité de la personne.
mais moi j'arrive pas à écouter l'information en fait. Genre quand c'est cette voix, ce même format et tout qui se répète, j'arrive plus à écouter le fond. Je suis bloquée. Peut-être qu'il faut trouver un juste milieu, voilà, ne pas, par exemple, donner son avis ou laisser trop ressortir ses émotions face, par exemple, si on est journaliste face à une information. Mais parfois, juste, faut réagir un minimum, faut montrer ses... faut aussi se mettre à la place des publics. Et en fait, comme si la communication, ça passait que par les mots, faut aussi avoir une gestuelle. Si on entend une info qui est choquante, bah, faut être choqué, enfin, je sais pas. Faut pas laisser passer sous les radars des choses graves, quoi, sous prétexte que la neutralité et qu'il faut être conforme pour délivrer les choses et tout. Après, peut-être que vous serez pas d'accord, et en vrai, je serais ravie d'entendre l'avis de quelqu'un qui, lui, préfère à 100% les choses hyper lisses, hyper neutres, sans aucune âme, pour recevoir les informations. Peut-être qu'il faut des deux, hein. Il doit bien avoir une raison, parce que tout le monde le fait. Alors finalement, je suis comme H. Je suis là, je me plie à la majorité, mais ça me... Enfin, moi, en tout cas, ça me convient pas. Bon, j'ai eu la peur de ma vie. Je parlais d'authenticité lorsque je me suis dit, est-ce que mon téléphone filme bien? Et je suis allée voir si mon téléphone filmait bien, et là, je vois quoi? Un écran noir. Je me dis, mais comment ça? Alors que j'étais si enjouée en parlant d'authenticité. D'ailleurs, je sais pas si j'ai eu tout mon discours d'authenticité, je ne pense pas, mais bon, c'est pas grave, je parlais longtemps de l'authenticité. Le début suffira, mais j'étais... du coup, je vois l'écran noir, je me dis, mais c'est pas possible, comment ça, l'écran est noir? Et du coup, je prends mon téléphone, il était éteint, je le rallume, il était à 1%, il y avait plus de batterie, alors que j'ai commencé à filmer, il était à 90, j'étais là, bon, soit. Et du coup, bah, je l'ai mis à charger, et j'ai regardé ma galerie, et là, il y avait pas de la vidéo. J'étais là, mais comment ça, il n'y a pas la vidéo, en fait, que je viens de parler pendant 1 heure et demie? Et après, elle est apparue, je sais pas comment. Et en vrai, j'ai pas perdu énormément, je pense que j'ai dû perdre 5-10 minutes, donc ça va. J'ai vraiment plus de peur que de mal. Heureusement que j'ai vérifié à temps. Là, je l'ai rechargé à 50%. Du coup, c'est pas beaucoup. Du coup, je vais me dépêcher pour finir de dire ce que j'ai à dire pour pas que le téléphone s'éteigne avant que j'ai pu finir. Donc... on en a fini avec l'authenticité. Je ne sais, je vais le redire vite fait au cas où je l'ai pas eu dans l'autre truc. Moi, le fait que je respecte certains codes dans mes vidéos Insta, je sens que ça m'enlève de ma créativité et ça me convient pas. Je trouve brimée avant même d'avoir commencé à essayer de créer, mais par des choses qui sont obligées, quoi. La vidéo doit faire 3 minutes, tu peux pas utiliser telle ou telle musique. Telle ou telle musique. Il y a vraiment beaucoup d'entraves. Et aussi, bah, si tu veux faire quelque chose de populaire, tu as des choses à respecter. Mais je me dis, j'aimerais bien être beaucoup écoutée sur mes podcasts, mais j'aimerais pas être écoutée par mes podcasts parce que il y a des personnes qui viennent de mes réseaux. Je fais des vidéos vraiment parce que je trouve ça utile. Et du coup, bah... pourquoi j'ai envie de retenir autant l'attention, donc pourquoi pas les prochaines, essayer de faire quelque chose qui me ressemble un peu plus, mais en même temps c'est dur aussi de trouver sa personnalité, alors que bah, de base je me suis beaucoup inspirée de ce qui a été déjà fait, donc bon, à voir. D'ailleurs sur la créativité, je trouve que c'est certes sur bah, là, la création de vidéos, mais c'est aussi sur d'autres choses où juste je copie et j'ai pas l'idée de faire la chose de manière originale, de faire la chose moi-même sans copier quelque chose. Je trouve par exemple les recettes de cuisine, on copie tout jusqu'au dressage et on n'a pas et j'ai même pas l'envie de faire quelque chose de créatif, et je pense que ça se retrouve sur plein d'autres choses. Je fais les choses telles qu'on me les a apprises, telles qu'elles sont faites, qui est censé être le mieux, mais je ne laisse pas parler vraiment ma propre personnalité à travers de ce que je fais, ce qui est pas aidé parce que je consomme aussi beaucoup plus que ce que je ne vis, même si je tends à moins le faire, parce que j'ai pas fait un épisode des distractions juste pour ne pas l'appliquer à ma vie, et j'utilise beaucoup moins de distractions pour faire certaines choses, et j'en vois les bénéfices déjà sur le fait que je sois moins l'esprit à avoir des pensées, des schémas de pensée négatifs ou des choses comme ça, donc je fais pas des podcasts inutiles. Moi, peut-être que là, ce podcast sur la conformité, après, je serai là, non. Moi, je suis pas conforme, j'ai une vraie personnalité, en fait. Et je pense aussi que d'être créatif, c'est... Enfin, de copier, c'est de choisir ce qui marche le mieux, ce qui semble être le plus performant. Souvent, la performance à la recherche, hein. Ça, robustesse, performance, peut-être que je ferai un podcast là-dessus aussi.
Donc on cherche ce qui est le mieux, mais aussi ce qui est le plus facile. Et en fait, comme c'est déjà attesté, bah c'est plus facile, il y a pas de risque, quoi. Et du coup, on prend pas de risque, on choisit toujours la voie de la facilité. Et sauf que, comme Dumbledore dirait, come the time, je suis pas sûre que ce soit ça, mais come the time when you must choose between what's right and what's easy. Viendra un jour, qui est aujourd'hui, enfin peut-être qu'il dit pas viendra un jour, il faut choisir entre ce qui est facile et ce qui est bon. Et c'est ça, c'est dans tout en fait. Souvent quand on choisit la voie de la facilité, à long terme c'est pas ce qui est le mieux pour nous. Et quand on choisit la voie de ce qui est right, ce qui est dans le vrai, ce qui est bien pour nous, bah c'est difficile. Faut se battre quoi pour avoir, pour après avoir une évolution de personne plus positive et peut-être, pourquoi pas, tendre au bonheur, qui sait. Mais bon, moi je suis vraiment dans ce truc de me dire, ok, c'est pas parce qu'un s'il y a un truc qui me saoule, bah je vais quand même le faire parce que je sais que à la fin de la journée, et bah c'est ça qui va avoir un vrai impact. Enfin voilà, au début tu fais du sport, t'en as marre et tout, puis à la fin t'es flexible comme moi, parce que je souffre, pas tous les jours, mais souvent pour me rendre plus souple. Enfin bref, donc dans l'imaginaire, je trouve qu'on peut avoir d'une société où tout le monde se ressemblerait. Enfin, j'imagine vraiment des trucs, les gens de l'armée de Dark Vador, quoi. Tous pareil, tac, tac, tac. Et je trouve que ça fait donc vraiment hyper dystopie. Même dans 1984, je sais pas si c'est précisé, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais ils ont tous, je pense, les mêmes habits, même coupe de cheveux et tout. Enfin, je trouve que quand tout le monde se ressemble, même d'apparence, ça fait peur. Pourtant, le conformisme, c'est dans les comportements, tout le monde va se ressembler. Et c'est vraiment dystopique, quoi. Enfin, je veux dire, même la chirurgie et tout, d'avoir tous les mêmes visages, c'est hyper dystopique. Alors qu'à l'inverse, je trouve que quand on imagine la diversité, bah là, c'est fait plus utopie. C'est comme dans Divergente, un peu les fraternels, là, bah, ils sont tout plein de couleurs, tout bien et tout, enfin, ça donne envie. Et d'ailleurs, dans un monde durable, enfin, moi, j'imagine quelque chose, des gens qui hyper divers, qui vivent en harmonie. Enfin, pour moi, c'est ça, une utopie de société. C'est fou, quoi, de chercher autant le conformisme social par simple peur des autres, en fait. On a peur des autres et du coup, faut bien rester dans les clous, ce qui est pas du tout durable. Il faut des liens humains, mais ça, on verra dans la troisième partie. Et mais donc il y a ça par peur, mais également par besoin d'appartenance. Et ça, je me disais, oui, bon, besoin d'appartenance, c'est plus un désir, voilà, t'as envie d'appartenir à un groupe, mais tu pourrais très bien vivre seul. Et en fait, après, je me suis dit, non, mais en vrai, je suis folle, parce que c'est essentiel, en fait, pour être épanoui, de sentir qu'on est aimé, qu'on appartient à quelque chose, qu'on compte. Et c'est d'ailleurs dans le troisième étage de la pyramide de Maslow, sur la pyramide des besoins. Donc bon, si Maslow dit que c'est un besoin, moi je suis là, ah bon ? Bah oui, c'est un besoin. Là, je suis comme dans l'expérience H. Je suis la majorité. L'appartenance est un besoin. Non, mais je le pense vraiment. Donc la pyramide, on a besoin d'être accepté par ses amis, ses pairs et un groupe. Pour rappel, les besoins de la pyramide, au début, c'est les besoins physiologiques, manger, boire, machin, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et les besoins d'accomplissement. Mais le problème, c'est que souvent, les besoins d'appartenance, du coup, ça vient avant, mais je trouve que ça entrave souvent les besoins d'accomplissement. Ce qui est assez... Finalement, c'est une question d'équilibre, quoi. Genre, réussir à appartenir à un groupe sans pour autant brimer sa personnalité. C'est tout le but, finalement. Mais c'est difficile, parce que... et surtout, plus le groupe est grand, plus c'est dur d'être totalement soi-même et de pas se lisser un minimum. Je pense qu'il y a... il y a quelques personnes dans notre vie, pas beaucoup, où on est 100% nous-mêmes, mais même avec notre famille ou des choses comme ça, il y a toujours une petite retenue, parce que bah, c'est la peur d'être rejeté, quoi. D'être isolé, parce que l'isolement, ça peut vraiment faire souffrir et te rendre dépressif, quoi. On a moins d'estime de soi, on est moins motivé à vivre, et c'est vraiment pas bon non plus. Et du coup, c'est compréhensible que par peur de cet isolement, on cherche à se conformer pour être à un endroit, au moins, même si on n'est pas nous-mêmes, on est accepté et on a ce sentiment d'appartenance qui est rempli, enfin ce besoin d'appartenance. Mais du coup, c'est tout aussi le discours de dire oui,
il faut se débarrasser des personnes néfastes pour nous et s'entourer des bonnes personnes et tout, c'est juste s'entourer des personnes qui nous laisseront être nous pour avoir et le sentiment d'appartenance et pouvoir déjà au moins dans notre cercle moins se conformer et peut-être réussir ensuite à moins utiliser les réseaux ou même plus du tout. Hein. Ça, on verra dans les points aussi pour s'améliorer, mais enfin, le but c'est de voilà, trouver l'équilibre pour garder notre personnalité, moins utiliser les réseaux aussi pour moins se comparer, enfin pour moins se conformer à une image même pas réelle et à des vies même pas réelles pour avoir un juste milieu. En fait, je pense que si on continue, enfin si notre inconscient continue à consommer les réseaux d'une manière qui va nous faire nous conformer à ce qu'on voit, c'est presque impossible d'avoir ce juste milieu entre garder ma propre personnalité mais quand même être accepté par un groupe, parce qu'on peut pas garder sa propre personnalité et être accepté par les groupes, les modèles qui sont sur les réseaux. C'est impossible, je pense humainement c'est pas possible. Bon, je me dépêche au cas où il n'y a plus de batterie, oh là là, tout peur. J'ai un peu tout dit, voilà, ça se rejoint hein, sur ce qu'on perd, c'est que bah on vit dans la peur quoi de pas oser montrer vraiment qui on est pour des raisons qui sont bah hyper justifiées. Ensuite, quelque chose que je trouve on perd aussi à être dicté par la gêne, c'est qu'on s'amuse moins. Et ça, je trouve que vraiment, c'est parce que c'est souvent moi dans des situations comme ça que ça m'arrive, c'est là où je m'amuse que je suis un peu cassée et c'est gênant. La peur du jugement est omniprésente, quoi, et moi, ça m'énerve de me dire que je suis sur cette terre et parce que je suis adulte, bon après, est-ce qu'on est adulte à 23 ans? Bientôt 24, oh là, je sais pas, mais ça m'énerve de me dire que donc parce que je suis grande, je peux pas m'amuser de manière innocente. En fait, comme si tout le savoir que j'avais accumulé, toutes les choses que j'ai vues, toutes les choses que j'ai vécues, m'empêchaient et m'obligeaient à être restreinte, ou comme si les... En fait, on est obligé c'est comme quand je parlais de l'alcool, on est obligé d'avoir une justification pour être exubérant. Si tu bois et que t'es euphorique, bah là tu peux être n'importe quoi et on va se dire ah bah oui c'est parce que il a bu. Mais si t'es euphorique sans ça, bah là t'es juste pas dans la norme quoi et on te dit ah t'as bien bu toi et t'as pas bu et t'es là bah qu'est-ce que ah bon. Et sauf que je pense que ça s'arrête pas juste à moi bon voilà qui suis frustrée de pas pouvoir vivre la vie avec légèreté, mais il y a aussi le problème que ça va de plus en plus à l'encontre du contact social. Parce que je trouve que si on est moins spontané euh, et qu'on s'amuse dans la vie et qu'on est constamment dans la peur d'être regardé, dans la peur du conflit, dans la peur qu'on s'immisce dans nos vies, et bah forcément il y a moins de contact humain et sauf que, bah, encore une fois, je trouve que l'imaginaire d'une société où plus personne se parle, c'est vraiment une dystopie, quoi. Enfin, et l'utopie, c'est... Après, bon, enfin, l'utopie est l'inverse. Après, je comprends, hein, parfois dans la rue, à certaines heures ou quoi, ben, je me fais toute petite aussi parce que bah, j'ai peur. Mais je trouve que c'est pas la même peur. Il y a cette peur-là, qui est plutôt rationnelle, et il y a la peur et qui tient du besoin de sécurité. Et il y a la peur du jugement sans que on soit mis en danger ou quoi. Et là, je trouve ça dommage. Oh là là, j'ai encore eu peur que mon téléphone se soit éteint. Du coup, j'ai encore tout bougé là, mais... Ok, dernière ligne droite pour ce sujet. En fait, je trouve que dans les moments amusants dans la vie d'adulte restent cadrés. Et c'est... Voilà, quand tu joues à un jeu de société, enfin, il y a des moments prévus pour le rire, quoi. Et sauf que c'est horrible, parce que moi, vraiment, il y a des choses du quotidien qui me font rire, et parfois, je suis bizarre, parce que je n'arrive pas à me retenir, quoi, ça me fait trop rire, alors que c'est bien de libérer ses émotions et tout, mais bon. Après, c'est peut-être moi qui ai l'impression que je suis bizarre et personne ne me juge, mais encore une fois, voilà, c'est très, très difficile de savoir. Et surtout qu'il y a aussi des jugements inconscients, enfin bon, bref. Et d'ailleurs, en parlant de choses cadrées, les stand-up, donc voilà, qui sont faits pour rire,
je trouve ça enfin, je trouvais ça super gênant. Mais parce qu'en fait, j'en avais jamais fait dans la vraie vie et récemment, j'en ai fait un, avec, des copines et c'était mon premier stand-up, voilà et j'ai pas trouvé ça du tout gênant. Enfin, voilà, genre j'étais pas hilar, mais ça m'a fait rire à certains moments et tout et sans aucun moment de gêne et en fait, du coup, je pense que c'est les films de stand-up enfin, quand je vois une vidéo d'un stand-up que je trouve ça gênant. Et je sais pas pourquoi. Enfin, en fait, je pense que les vidéos des personnes qui essayent de faire rire avec des blagues ou des trucs comme ça, je sais pas, ça me procure un sentiment de gêne. Peut-être, du coup, si je l'applique à moi-même, peut-être parce que je me projette et du coup, j'aurais peur du jugement à la place et je me brime moi-même pour essayer de sortir des blagues par peur que ça loupe ou quoi. Et du coup, quand je vois ça, ça me. Je pense que ça doit être ça, hein, forcément. Ça vient de moi, ça vient pas des personnes qui font ça. Et aussi, je trouve que par peur de la gêne, du coup, bah, par exemple, moi, jamais j'aurais l'idée de faire un stand-up parce que, bah, je suis trop. Enfin, ça me. Bon, après, peut-être parce que déjà, il faut beaucoup de courage, mais parce qu'aussi, ça me gêne. Et, et je me dis qu'en fait, les choses qu'on trouve gênantes, et moi ça va parce qu'il y en a pas beaucoup, mais ça doit tellement empêcher de faire des choses cool, juste parce qu'au premier abord ça peut être gênant. Et j'ai un exemple, c'est que je vais faire un gala de gym, et parce que j'ai repris de la gym, voilà. Et, et au premier abord, je pourrais me dire, oui, bah, c'est un peu gênant, quoi. Je suis là, à mon grand âge, et je vais faire des dents décorées, toutes sans prétention et tout, après des petites de 12 ans. Mais après, je me dis, mais je me suis passée au-dessus de ça. Et au final, bah, ces moments de préparation. Et au final, ces moments de préparation, et je pense même que le jour même, parce que du coup, il n'y est pas encore arrivé, mais voilà, et bah, c'est vraiment une belle expérience, quoi. C'est sans prétention, mais ça me sort de mon. C'est pas quelque chose d'ordinaire, quoi. C'est pas quelque chose. En fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, je m'attends pas à une vie folle, mais une vie où, bah voilà, je peux faire ce genre de choses, quoi. C'est vraiment rien de fou. Mais c'est un petit projet, voilà, sans prétention, mais qui fait voir un peu la vie autrement. Ça donne un peu une autre saveur à la vie dans les petits moments où ça se passe. C'est pas toute ma vie non plus qui est tournée autour de ça, mais je trouve que ça sort vraiment du quotidien sans être fou, quoi. Après, peut-être que je suis la seule à avoir cette pensée-là, mais ben, en tout cas, je suis contente d'être passée au-dessus de mon premier rapport un peu ça va être gênant. Ah, bah en fait, non, voilà, je suis passée au-dessus de ça et j'ai pas peur du jugement des autres, parce que là aussi, c'est très tourné le jugement des autres. Et je fais ça parce que c'est juste trop cool à vivre en fait. Après, je reparle un peu de l'esthétisme et que pour notre génération, on a beaucoup ce truc de sortir des cases, d'avoir notre propre truc et tout, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'en crée de nouvelles en fait. Et que. Après, c'est pas plus mal hein, parce qu'on on a plus de choix, mais que dans ces choses-là, il y a des mêmes règles qui reviennent et il y a toujours une forme de conformité. Voilà, on a l'impression d'être différent, mais toujours dans des cases. Et en même temps, bah, avoir une case, ça donne une justification. Enfin, en fait, avoir d'autres personnes qui se ressemblent, par exemple, si c'est une case toute petite, et qu'on nous fait une remarque, et bah, le jugement sera plus facile à contrer, entre guillemets. Donc, bon, ça, je comprends un peu. Ensuite, je trouve que être gênant et le conformisme et tout, c'est quelque chose qui affecte la confiance en soi, parce que y a une constante comparaison et une constante volonté d'aller, de ressembler à, même si c'est inconscient, on essaye un peu de se rapprocher de quelque chose tout en n'étant pas vraiment nous. On se cherche, mais sans vraiment se chercher, juste en copiant. Et du coup, pour moi, on peut pas se trouver de cette manière-là. Et en plus, parfois, on a l'impression de s'être déjà trouvé alors qu'on est juste dans le suivi. Et pour moi, comme on s'est pas vraiment trouvé, bah c'est plus dur d'avoir confiance en soi parce qu'on sait pas vraiment ce qu'est le soi. Et on a confiance en un esthétisme, on a confiance en un style, mais c'est un peu des paillettes aux yeux, quoi. C'est pas vraiment notre être. Et moi, je pense que je me suis pas totalement trouvée, et je pense que c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles je manque de confiance en moi et que je suis plus stressée au quotidien, quoi.
Ensuite, pour parler un peu des choses positives du conformisme, je pense que ça peut avoir du bon enfin que la copie peut avoir du bon, parce que, mais dans l'absolu et sans être tiré à l'extrême, finalement encore une histoire d'équilibre, parce que bah, certaines innovations ou, ou créations, enfin en fait, ta création forcément elle est inspirée de tout ce que tu as vu. Et du coup, s'il n'y avait pas les créations des autres, peut-être que tu n'aurais pas fait quelque chose d'aussi qualitatif, d'aussi poussé. Enfin, peut-être que ta seule personne n'aurait pas créé quelque chose d'aussi fou, quoi. Donc c'est un peu ça double tranchant. À la fois, ça nourrit, ça inspire, mais à la fois, ça peut enfermer et ça peut empêcher la personne de base d'avoir euh, des idées de génie ou de faire ce qu'elle aurait voulu de base parce qu'elle se dit non mais personne fait ça, les gens ne vont pas aimer. Et du coup, elle se restreint. Ensuite, c'est essentiel aussi, je pense, pour l'apprentissage. Oui et non. Je pense qu'on apprend mieux en faisant et en testant et en expérimentant. Mais il y a des choses qui sont hyper bénéfiques d'être copiées pour mieux faire les choses. Et enfin, par exemple, si on m'avait dit Eve, trouve le théorème de Pythagore toute seule, j'aurais été là, bah, comment ça? Et il y a certaines notions inculquées, je pense surtout aux maths, où si t'es comme moi, bah, t'en as aucune idée. Et tu te serais dit, mais sans copier les pensées des autres, j'aurais été tellement plus lente dans mes réflexions. Donc c'est très bien pour ces matières un peu dures, quoi. Mais même pour les matières. Enfin, j'aime pas les appeler comme ça, les matières molles, la science sociale et tout, parce que je trouve que c'est aussi vrai dans ces choses-là. Enfin, il y a des expériences qui ont été faites, c'est pas pour rien. Il faut aussi faire confiance aux autres humains et croire et copier un peu certains savoirs et pas tout expérimenter. Mais je trouve que par exemple, dans la manière de travailler, c'est dommage parce qu'il y a trop souvent, c'est une volonté d'inculquer une manière de faire qui ne convient pas à chacun et qui est vue comme la meilleure pour la performance, etc. La productivité, tout ça. Bon, encore une fois, est-ce qu'on veut travailler pour être le plus performant possible ou pour aimer ce qu'on fait? Ça, la deuxième option me semble un peu moins terrible, mais bon, soit. Encore une fois, si on imagine une société, tout le monde est le plus performant possible. Moi, j'imagine vraiment le travail, la chaîne, toute dystopie. Tout le monde aime ce qu'il fait. Oh, tout de suite, ça va mieux. C'est des gens qui courent dans les champs. Mais du coup, voilà, et je trouve que souvent, bah, les managers, peut-être qu'ils vont être amenés à vouloir retranscrire, enfin, transmettre également ça, alors que bah, on est juste différents et il faut accepter que bah, des manières de travailler de certains peuvent paraître totalement bizarres, mais marchent pour eux, quoi. Mais ça, c'est. Moi, je pense franchement que si j'étais manager, j'aurais du mal à accepter ça, hein. Je serais hyper frustrée qu'on fasse pas forcément comme moi je fais. Et je suis là, mais ça prend beaucoup plus de temps, gna gna gna. Oh, je serais la pire. Non, peut-être pas, parce que quand même, je saurais me raisonner et me dire non, Eve, il faut apprécier son travail avant la performance. Mais pas sûr. Ah oui, ça, j'aime bien cette citation. Je crois que je l'avais vue dans le podcast psychédélique ou je sais pas quoi. La majorité n'a pas toujours raison. Parfois, être l'unique voix dissonante, c'est être la voix la plus lucide. Mais ça fait peur, hein. Franchement, moi, j'ai du mal à être l'unique voix dissonante, hein. J'essaye un peu de satisfaire tout le monde j'ai du mal à avoir un avis hyper tranché parce que comme je sais que chacun a un vécu différent, une manière de voir les choses différentes et tout, je suis trop objective mais dans l'extrême, quoi. Mais bon, parfois j'essaye de prendre position, mais c'est compliqué encore pour moi. Mais bon, au moins j'en ai conscience. Mais du coup, répondons à la question que j'ai posée. Faut-il combattre cette tendance de conformité, de choses gênantes, etc. Et je pense que si on ressent... Enfin, si dans mes paroles, vous reconnaissez un petit peu ou que vous... Et même sans parler de gêne, que vous vous dites, oui, c'est vrai que effectivement, la peur du regard des autres m'empêche concrètement de faire des choses dans ma vie, et ben je pense qu'il faut la combattre parce que déjà ce sera mieux individuellement et même en tant que société d'avoir des gens qui réfléchissent plus, enfin qui essayent de sortir des schémas de conformité
pour réaliser leur propre choix de vie, ça peut que être bénéfique pour la réflexion, pour la démocratie, etc. Donc, dernière petite partie, comment la combattre? Déjà, facile, enfin, euh, pas si facile que ça, l'identifier. Et identifier, c'est-à-dire, oui, reconnaître qu'on a une gêne, et se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que ça me titille? Est-ce que c'est un problème d'ouverture d'esprit? Est-ce que je me projette à la place de la personne? Qu'est-ce qu'on fait? Donc si j'essaye d'appliquer ça à moi, moi par exemple, je trouve ça super gênant. Les gens qui... Non mais ça me... rien que d'y penser. Les gens qui écoutent des musiques hyper vulgaires dans des voitures avec les fenêtres ouvertes, ou même les fenêtres fermées, parfois on entend, et qui sont juste là à conduire en mode BG et sans chanter. Et vraiment, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment super gênant. Genre, je suis là et je sais pas quoi faire, je sais pas où me mettre alors que personne me demande rien. Vraiment, là, j'ai juste envie de répondre non, mais c'est juste parce que c'est gênant, il y a pas d'histoire de jugement ni rien, mais si, forcément. Ben, je pense que... franchement, je sais pas, c'est tellement dur. Je pense qu'il y a forcément un problème d'ouverture d'esprit, parce que c'est des musiques que je trouve horribles. Enfin, de goût, du moins. Et forcément, à sa place, en fait, mais je serais tellement j'aurais tellement de malaise en moi si j'étais à la place de la personne. Bon, après, des choses comme ça, c'est... En fait, je pense qu'il faut aussi se dire que c'est pas non plus la fin du monde d'être gêné dans la vie, mais faut pas être gêné de tout, quoi. Et je pense que, par exemple, là, qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Ça m'empêche d'écouter de la musique fort dans une voiture toute seule en faisant en, en étant en mode trop belle. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui m'empêche d'évoluer. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, je juge des gens sur l'apparence. Et ça, c'est pas bon. Ça a pas d'impact hyper négatif sur moi, mais plutôt sur ma personne, de se dire, bon, bah, je suis pas très tolérante, quoi. Mais comment travailler la tolérance? Et alors, j'avais fait des recherches que... donc, être tolérant, c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est déjà identifier, comme je viens de dire, ses réactions automatiques, se rendre compte quand on juge trop vite, écouter pour refaire le jugement qu'on a eu au premier abord. Le jugement que j'ai eu là, par exemple, quelqu'un qui écoute une musique dans la voiture, se dire, ok, comment je pourrais le voir autrement? Et après, de manière plus globale, je pense que c'est des choses un peu de... qu'il y a des choses plus banales, comme que, voilà, sortir un peu de son quotidien. Sans les réseaux, c'est plus facile. Sortir de sa bulle, en fait. Peut-être passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux pour sortir de son algorithme. Parler à des personnes qui sont pas forcément dans notre entourage. Lire. Écouter des podcasts. Voir des documentaires. Et je pense que vraiment le plus important, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et moi, par exemple, des gens qui sont pas forcément là avec nous de base, parce que c'est difficile en tant qu'adulte de faire pas mal de rencontres, et c'est pour ça que les activités en dehors de juste ta vie de famille, tes amis et ton travail, c'est essentiel pour pas être enfermé dans des schémas de pensée. Et moi, par exemple, j'ai des personnes que je vois au sport, ou des personnes que je peux côtoyer lors de mon bénévolat. Ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais en même temps, pour sortir de cette chose de juger, faut bien aller au contact des autres pour démystifier la chose, quoi. Affronter la peur par le contact. Parce que cette peur, elle est valide, hein. Je trouve que la peur d'être jugé, puis elle peut prendre vite. Je me rappelle, l'autre jour, j'étais dans le train, et il y avait vraiment un coucher de soleil incroyable, et du coup, je voulais prendre une photo. Et vraiment, les personnes qui étaient à côté de moi me dévisageaient. J'étais pas bien, et je me disais, punaise, c'est vraiment pas agréable, quoi, de se sentir jugé. Alors qu'en plus, ça se trouve, dans sa tête, les personnes se disaient juste c'est vrai que c'est un joli paysage, ou je sais pas, ça, c'était pas forcément négatif. Après, je pense que c'était un peu négatif parce qu'en général. Parce que, bah,
Parce que je projette. Et moi, en général, quand je vois des gens prendre des photos, je me dis, ah là là, ils profitent pas du... Enfin, pas tout le temps, mais souvent, je me dis, bah, ils profitent pas du moment. Pourquoi on est obligé de tout prendre en photo tout le temps, etc. Et du coup, d'être à la place de cette personne qui fait ça, je me dis, mais moi, je me serais jugée comme ça. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de se déconstruire et d'être soit moins dans le jugement et plus tolérant pour ne pas avoir ces moments de... Et après, au-delà des cadres formels pour aller à la rencontre des gens, il y a parfois des moments dans la vie où on peut parler, enfin où il faut un peu oser sortir des sentiers battus. Par exemple, l'autre jour j'étais dans le métro et il y avait deux amis qui parlaient d'Attaque des Titans et qui étaient pas d'accord sur quelque chose. Et vraiment, le mec, il disait n'importe quoi. Et la fille, elle avait vraiment raison. Et pourtant, elle n'arrivait pas à lui montrer pourquoi. Et il débattait. Et moi, j'étais là, non, mais c'est pas possible. Et du coup, je suis intervenue. J'ai dit, je suis désolée, je suis obligée d'intervenir. Et j'ai défendu la fille. Et du coup, après, on a un peu rigolé, on a un peu parlé. Puis après, je suis sortie du métro. Mais je trouve que des moments comme ça, c'est peut-être pas ça qui va me sortir de ma bulle et tout, mais ça va au moins un peu remettre du contact. Et peut-être que moi, ça m'a pas sorti de ma bulle, mais le mec, il s'est dit, ah ouais, bah peut-être ça se trouve, je sais pas, hein, mais ça se trouve, lui, tout son entourage pensait comme lui, et la fille, c'était la seule, et puis elle était un peu... elle arrivait pas à se faire entendre et tout, et là, bah il y aura quelqu'un d'autre qui est arrivé, qui a mis son petit grain de sel et tout. Après, faut pas déranger les gens, etc., c'est sûr, mais là, franchement, c'était juste... J'ai juste... enlever cette barrière, cette peur de l'inconnu. Parce qu'on a tout le temps, j'ai l'impression, cette peur de déranger, cette peur de... Et un peu avoir peur que l'autre réagisse mal ou qu'on ait une mauvaise interaction, ce qui peut arriver. Mais en même temps, c'est tellement dommage. Encore une fois, la dystopie des gens qui ne se parlent pas, quoi. Après, les occasions comme ça se présentent pas toujours. Mais je trouve que... Comme j'ai l'impression que dans le sud, bah, c'est beaucoup plus commun de les gens qui se parlent entre eux et qui sont là mais tu fais quoi là et puis machin et qui parlent pendant hyper longtemps comme s'ils étaient amis depuis 15 ans et ça fait du bien au moral quoi donc inspirons-nous un peu des gens du sud, ils ont pas tout le temps raison sur tout mais sur ça je trouve que c'est important quoi pour aller au-delà des a priori et avoir plus de contacts humains enfin vraiment hors réseau. Et aussi, je trouve important, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas peur du regard des autres, de ne pas l'entraver. Parce que souvent, on a cette impression que si l'autre est pas tellement dans les clous, on va nous regarder nous aussi. Alors que déjà, c'est faux. Les gens jugeront juste l'autre. En plus, peut-être qu'ils le jugeront pas du tout. Et souvent, en plus, je trouve que c'est la plupart du temps des jeunes personnes et les personnes des générations d'après ne jugent pas. Donc, c'est juste les jeunes entre eux qui se jugent, quoi. Donc, c'est un peu dommage parce que bah, on n'est pas toute la population, quoi. Le reste du monde ne vous jugera pas. Et, et je me dis, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a ce courage-là et qui arrive à ne pas se restreindre, c'est vraiment la moindre des choses de le soutenir sans l'entraver, quoi. En fait, c'est bizarre d'avoir mis le prisme de la normalité sur quelque chose de lisse et pas sur le fait que chacun exprime sa personnalité librement. C'est quand même fou de se dire que c'est pas normal pour un enfant de s'exprimer et de pas dire les choses qu'il pense, etc. Après, il y a aussi bon, le truc de pas dire les choses qui... La vérité n'est pas toujours bonne à dire, etc. Mais là, on est allé trop loin. Ensuite, ça, c'est une petite astuce que je me dis, où je me dis c'est pas mal, c'est essayer de s'anomaliser. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, s'anomaliser? Ça veut dire ce qui s'écarte de la norme, de la régularité, de la règle. Et je me dis, en fait, peut-être que tout ce qui nous manque, si on a quelque chose qui nous gêne, c'est de le faire. Et d'affronter, c'est comme affronter la peur. T'as peur des araignées, bah prends une araignée dans ta main. Bah là c'est pareil, t'as peur des jugements des autres, fais la chose qui te gêne le plus. Ça veut dire que moi il faudrait que je me mette dans une voiture et que j'écoute des musiques vulgaires comme ça. Oh non, mais ça serait vraiment terrible. Bah déjà j'ai pas de voiture donc ouf. Mais peut-être sur autre chose qui me gêne, faudrait que je fasse un stand-up, oh là là. Mais ça, non, ça me gêne pas vraiment. Faudrait que je fasse une vidéo de moi qui fait un stand-up et que je la mette sur internet. Non, ce serait terrible. Et peut-être aussi pour le conformisme,
essayer parfois dans des moments de prendre du recul et de se dire est-ce que vraiment c'est mon opinion? Est-ce que c'est mon propre style? Est-ce que c'est... Parce qu'après, je pense que la manière de parler, en général, les gens, c'est la leur parce que bon, ça se forme et c'est difficile d'adopter une manière de parler. À part sur les réseaux, oh là là. Mais dans le quotidien, je pense pas que les gens parlent comme ça. Sinon, triste vie. Mais oui, peut-être se voir soi et essayer de se regarder et se dire, mais est-ce que vraiment les habits que je porte, est-ce que tout ça, ça me plaît, la manière dont ce que j'écoute, ce que je consomme, est-ce que j'essaye pas de ressembler à quelqu'un qui, je sais pas, bon, peut-être là c'est pas un très bon conseil, je sais pas. Je suis pas convaincue par ce que j'ai dit, mais en même temps pourquoi pas. Mais bon, après pour tout ça, il faut, oh là là ma feuille. Pour tout ça, il faut du courage et de l'énergie parce que bah on choisit pas la voie de la facilité en fait. Il y a des raisons, voilà, être plus authentique, être soi-même, choisir vraiment ce qu'on fait dans la vie, ne pas être dicté par, ne pas avoir une vie dictée par les autres et par la peur. Mais bah, il faut se battre, quoi. Il faut de l'assurance, il faut aussi que ce soit assez constant, quoi, parce qu'on après, il y a des journées, il y a des jours sans, hein, des jours où on est fatigué, mais faut pas abandonner. Mais je pense que c'est difficile pour des personnes qui sont fait beaucoup juger. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, moi ça m'est déjà arrivé, tu veux juste survivre sans faire de vagues, quoi. Et du coup, tu t'en fiches, quoi. T'es là, juste laissez-moi. Je vous suis partout. Je ne veux pas être moi-même. Mais ça dépend des moments de nos vies. Mais je pense que c'est important de quand même faire une petite piqûre de rappel, quoi. Bon, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Le téléphone a lâché avant vous, ça c'est fou. Ben bon, il l'a repris. Vous pouvez faire ça aussi, hein, vous pouvez pas obligé d'être écouté tout d'un coup. Moi, mes podcasts, j'écoute pas tout d'un coup, j'écoute par-ci par-là, tac tac tac, 15 minutes, 30 minutes. Parce que sinon, écouter 1 heure comme ça, là, pouf. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez trouvé ça intéressant ou même si si ça vous a mis de bonne humeur, à le partager à votre entourage, à dire aux personnes de votre entourage que j'existe et peut-être qu'ils se feront un propre avis, parce que je trouve que par exemple cet épisode prête vraiment à débat et d'ailleurs j'aimerais bien que vous commentiez des choses qui vous ont fait réagir ou sur lesquelles vous êtes d'accord ou moins d'accord, ou vous, comment vous voyez les choses, est-ce que vous voyez les choses est-ce que vous êtes gêné souvent ou pas? Est-ce que vous avez l'impression de vivre en fonction du regard des autres, etc. Franchement, je trouve que c'est super intéressant de discuter de ça et j'ai vraiment envie de savoir ce que les autres en pensent. J'aimerais bien que devant moi, là, vous soyez tous là et comme ça, je vous dis « Ah, toi, tu en penses quoi ?» Mais bon, c'est pas possible. Peut-être un jour. Et si ça vous a plu, vous pouvez aussi me noter pour que je me rende compte de la qualité de ce que je produis. Et si vous me mettez une très mauvaise note, j'aimerais bien savoir pourquoi. Allez, bon merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour ceux qui m'ont regardé, merci de m'avoir regardé. Je ne pense pas que vous m'avez regardé pendant 1 heure et demie, mais si c'est le cas, bravo. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode que j'espère moins long. Et j'espère ne pas me faire emporter dans mes recherches et aller et peut-être trouver un sujet qui soit plus restreint. Bisous!